Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité sur toutes ses formes. Merci de nous écouter à la radio. Vous êtes sur la 89.5 à Conakry, à la baie, notre partenaire Beta FM, relais en direct cette émission. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur Kavi TV. Vous êtes sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Merci de votre fidélité. Merci également de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com. Notre application mobile est Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, et également sur notre live Facebook Kavi TV. Au menu de ce matin, après le Sénasur, et qui a déclenché une grève générale depuis ce lundi, l'intersyndicale de l'éducation hausse le ton et dépose un préavis de grève. Elle accuse le gouvernement de refuser toute ouverture de négociation et de ne pas honorer ses engagements envers les enseignants contractuels, notamment ceux non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry. Dans son préavis de grève, elle rappelle les conventions internationales 87 et 98 de l'OIT, Organisation internationale du travail, ratifiée par la Guinée, et donne au gouvernement 10 jours pour réagir, faute de quoi une grève générale et illimitée sera déclenchée sur toute l'étendue du territoire national. Comment en est-on arrivé là et que faut-il craindre? On en parle dans un instant. Et puis à l'approche de la présidentielle, la question de la paix et de l'unité nationale refait surface, puisqu'en Guinée, les élections riment souvent avec tension, contestation et discours de haine. Des dérives qui nourrissent la peur, fragilisent la cohésion sociale et accentuent les frustrations. Pourtant, ces moments devraient être l'expression du choix dans les urnes et non dans la rue. Alors comment préserver la paix et l'unité nationale en période électorale? Pour en débattre, deux invités, M. Mamadou Taran Diallo, ancien ministre de la Citoyenneté, contact de Transparency International et président d'honneur de l'Association guinéenne pour la transparence AGT. Et depuis Abidjan, nous aurons également M. Idriss Chérif, ancien ministre de la Communication, ancien conseiller du président Moussa Dadis Camara, aujourd'hui à la tête d'une importante entreprise en Côte d'Ivoire. Voilà entre autres sujets à débattre. Pour cet autre numéro du scanner, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous suivre. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche. Vous êtes dans votre émission, le scanner. Et sur ce plateau, les débatteurs, avant de recevoir nos différents invités. Et Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Ça va ce matin? Très bien. Bonjour Fatou Kébé, la Queen. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. J'espère que tu as très bien récupéré. Je sais. Allez, on parle de ce premier sujet. Après le Sénasur, c'est au tour de l'intersyndicale de l'éducation de sonner l'alarme. Elle vient de déposer un préavis de grève et accuse le gouvernement guinéen de bloquer tout dialogue. Les syndicats dénoncent aussi le non-respect des engagements pris envers les enseignants contractuels, surtout ceux non retenus et ceux de la zone spéciale de prix. Avant tout débat, suivons ensemble ce reportage de Khadija Kaba. Dans ce préavis de grève, l'intersyndicale de l'éducation accuse le gouvernement catégorique d'ouvrir des négociations et de non-respect de la promesse aux enseignants contractuels communaux non retenus et ceux de la zone spéciale Conakry pour leur engagement. Depuis le 1er septembre 2025, nous avons déposé le mémorandum. Depuis cette date-là, nous avons constaté que ça n'évolue pas, malgré les différentes rencontres qui ont eu lieu, qui ont abouti ou dont une étape a été la révision, la relecture du statut de l'éducation. Mais depuis cette relecture jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'ouverture de couloir de négociation pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous entendre, nous accorder sur les indications financières que nous avons portées dans le système.
Le document, elle dit prendre en compte les conventions fondamentales 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la Guinée depuis 1959. L'intersyndicale invite le gouvernement à ouvrir les négociations sans délai et à satisfaire les points contenus dans la plateforme revendicative du 1er septembre 2025. Faute de réponse satisfaisante dans les de 10 jours à compter de la réception du présent avis, l'intersyndicale de sciences se réserve le droit de déclencher une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Vous l'avez déjà compris, les explications de Khadija Kaba de la rédaction politique. Comment en est-on arrivé à ce stade et que faut-il craindre, Yamoussa Cheikh Kamara? Très bien. L'intersyndicale donc de l'éducation guinéenne, il faut dire, regroupe les structures syndicales comme le SLEG, donc le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, la FSPE, qui est la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, mais aussi le SNE, qui est le syndicat national de l'éducation. Et donc ce sont ces trois structures syndicales qui ont déposé ce préavis de grève, un préavis de grève, donc déposé ce 5 novembre 2025. Il est motivé, selon le dit courrier, par le refus du gouvernement d'ouvrir les négociations autour de leur plateforme revendicative. Vous avez suivi tout à l'heure Khadija qui a rappelé cette plateforme revendicative, d'ailleurs déposée depuis le 1er septembre dernier. Et donc, parlant justement des causes de ce préavis de grève, il faut quand même comprendre que la principale cause reste le blocage du dialogue social. C'est ce que dénonce aujourd'hui l'intersyndicale, donc dénonce le refus catégorique du gouvernement d'entamer des négociations sur les points suivants. D'abord, revendication salariale, puisqu'il faut quand même comprendre que pour les enseignants guinéens, ils estiment percevoir donc un salaire jugé insuffisant, et aujourd'hui pour vivre décemment, donc compte tenu de la hausse des prix aujourd'hui des denrées alimentaires, mais aussi des transports, entre autres, et donc de la cherté des vies, on veut parler ainsi. Il y a également les exigences autour de l'amélioration des conditions de travail, donc des défis structurels persistants aujourd'hui dans le système éducatif guinéen, notamment le manque d'enseignants qualifiés, mais aussi des conditions d'enseignement précaires. Aujourd'hui, il y a cela qui existe également de ce côté-là. Donc, vous allez comprendre, Abdallah, qu'il y a pas mal aujourd'hui de motivation, d'accord, de causes ou de facteurs, de paramètres exactement, qui motivent les syndicalistes à aller en grève, puisque depuis le 1er novembre, parmi tout ce qu'on a cité aujourd'hui comme cause, entre autres, rien n'est fait autour de tout ça de la part du gouvernement. Mais derrière, l'autre point déjà qui fait beaucoup de bruit, c'est la signature du statut particulier. Et donc, il y a des exigences liées aujourd'hui autour de ce point, mais aussi à la carrière des professionnels de l'éducation. La cause, elle est fondamentale pour ces syndicalistes qui pensent qu'ils sont sur la bonne route, puisque tout tourne autour de l'amélioration de leur vie, mais aussi de travail. Parmi les causes égales, il y a l'intégration à la fonction donc publique des enseignants communaux. Voilà, des enseignants communaux, mais aussi ceux de la zone spéciale de Conakry. Ouais. Et on a vu avec tout ce qui a été fait autour de ce point également, il y a eu même des manifestations de protestation, s'il faut le dire, mais pacifiques. Autour de ce dossier, on a connu des promesses de la part de beaucoup de ministres, notamment le ministre de l'enseignement préuniversitaire
et de l'alphabétisation, mais aussi celui du travail et de la fonction publique. Oui. Et donc à chaque fois qu'il y a sit-in devant ces deux départements ministériels, on voit l'assurance que c'est dégage de l'autre côté, mais derrière toutes ces promesses faites, il n'y a pas vraiment d'action concrète devant permettre ces enseignants contractuels communaux ou communautaires ou même ceux de la zone spéciale de Conakry à obtenir gain de cause. Donc tout cela entre dans cette plateforme revendicative donc déposée par l'intersyndicale de l'éducation. Et c'est là, si ça se réalise forcément, puisqu'ils ont donné un délai de 10 jours, il faut quand même le rappeler, il faut quand même dire que les conséquences sont peuvent être désastreuses, fâcheuses s'il faut le dire, puisque ce dépôt de préavis lance aujourd'hui un ultimatum de 10 jours au gouvernement pour répondre à leurs doléances. Et donc si aucune solution n'est trouvée d'ici là, donc d'ici cet intervalle de 10 jours, les conséquences suivantes sont à craindre. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle grève générale et illimitée en perspective, puisque c'est la première menace faite par l'intersyndicale de l'éducation qui a menacé une grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire national, et ce qui ne sera pas sans conséquence, puisque quand même il faut dire que ça risquerait de paralyser le système éducatif préuniversitaire, mais également comme conséquence directe on pourrait assister à ce qu'on appelle perturbation même de l'année scolaire, puisque une telle grève entraînant l'arrêt des cours, compromettant le déroulement normal de l'année scolaire, donc pour des milliers d'élèves comme cela s'est produit lors de mouvements de grève précédents. Il faut quand même signaler les tensions sociales et politiques. De telles grèves dans le secteur de l'éducation font souvent sujet ou sont sujets sensibles en Guinée, pouvant exacerber également les tensions, puisque à tout moment, surtout en cette période, il faut quand même, on peut essayer de faire une sorte de parallélisme, puisqu'on parle de tensions, on sait que nous sommes à une période électorale, il faut quand même le comprendre. Donc il y a un risque de récupération des dossiers à tous les niveaux. Oui. Vous avez rappelé, dans le menu, on a commencé par le secteur de l'enseignement supérieur avec le SNAESUR. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement préuniversitaire qui hausse le ton et qui tape du poing sur la table par rapport à un certain nombre de revendications. Et vous savez, sur le plan politique également, il y a forcément de l'autre côté des tensions. Et donc, il y a vraiment une occasion, une opportunité pour beaucoup de personnes qui peuvent récupérer aujourd'hui cette situation. Donc, il faut quand même le dire, les conséquences, elles sont à craindre. Vraiment, le gouvernement guinéen qui a indiqué très rapidement après cette menace faite par l'intersyndicale de privilégier donc le dialogue pour tenter de désamorcer cette crise en perspective déjà. Ce gouvernement aujourd'hui a du pain sur la planche. Il faut quand même le dire, le gouvernement doit privilégier et vraiment utiliser toutes les voies et essayer de privilégier toutes les voies possibles aujourd'hui pour essayer de décrisper cette situation. Comme je le dis, en tout cas, l'heure est très grave pour donner aujourd'hui la chance ou l'opportunité, ouvrir des fenêtres pour une revendication soit sociale, syndicale ou même politique, puisqu'il y a vraiment il y a une crainte de récupération de ce dossier-là. Il y a, politiquement parlant, on ne va peut-être pas s'inviter sur ce terrain. On est en période électorale, donc tout porte à croire qu'aujourd'hui, il y a forcément une sorte de crainte de ce côté. Donc le gouvernement déjà a rassuré qu'il va privilégier de l'autre côté du dialogue, mais il faut quand même ajouter
que ce gouvernement est en retard, puisque on a quand même rappelé tout à l'heure. En tout cas, Yamoussa Cheikh Camara, sans te couper la parole, je crois que c'était à moins de 3 jours avant l'ouverture des classes qui était donc prévue pour 6 décembre. On a reçu dans ce studio... 6 octobre. 6 octobre. On a reçu dans ce studio Alseni Mabinti Camara, qui était un peu revenu sur, comment on appelle, cette situation des enseignants et puis la négociation qui était en cours avec le gouvernement. Il nous avait fait croire que les lignes étaient en train de bouger, surtout concernant le dossier, le statut particulier des enseignants. Donc, avant qu'on ne le reçoive dans cette émission, les enseignants avaient déjà commencé à menacer par rapport à une grève. Donc, si la grève a été suspendue, c'est parce que les promesses qui ont été faites par le gouvernement, voilà, ils avaient commencé. C'était sur la bonne voie. Donc, ils nous avaient fait croire ici parce qu'ils avaient dit qu'il n'allait pas y avoir du tout la rentrée. La rentrée scolaire, c'était donc une menace faite avant l'ouverture. Il nous a dit que finalement, il va y avoir une rentrée parce que les négociations commencent à bouger. En tout cas, ce qu'il faut ajouter à ce niveau, c'est que les menaces qui sont en train d'être faites jusqu'à aujourd'hui n'ont pas commencé maintenant là. Exactement, exactement. Donc s'ils se sont réveillés maintenant, c'est parce que franchement, il y a du retard. Il y a du retard concernant... C'est ce que je signale, c'est que c'est vrai, le gouvernement peut continuer à rassurer les partenaires qui sont les syndicalistes, mais aujourd'hui, il faut quand même dire qu'on a besoin d'actions concrètes dans nos concessions scolaires. C'est encore mieux. Puisqu'on a vu tout ce à quoi on a assisté avant l'ouverture des classes pour cette année. Combien de fois les premières dates qui ont été proposées ont été reportées pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, ces menaces existaient déjà depuis les vacances. On allait même assister au boycott de la rentrée des classes. Exactement. Mais il y a eu peut-être des rencontres et des promesses qui ont été faites de ce côté-là. Le point d'achoppement, je le signalais tantôt, reste la signature du statut particulier de 2006 des enseignants, puisque les enseignants pensent que ce statut particulier est caduque. Mais derrière cette motivation, Abdallah Kébé, il y a une sorte de jalousie derrière entre les acteurs du système éducatif, puisque le statut particulier dont on parle, normalement, doit désormais regrouper tous les enseignants, non seulement des deux secteurs, c'est-à-dire le secteur pré-universitaire, mais aussi le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Puisqu'il faut quand même rappeler que le secteur supérieur, de l'enseignement supérieur, a son statut particulier. Et donc, ces enseignants de l'enseignement pré-universitaire, mais aussi de l'enseignement technique pensent qu'ils ont la même méthodologie de travail. Ils utilisent tous les craies, donc ils ont presque le même procédé. Ils préparent tous de la même manière les cours. Et donc, ça veut dire que si ceux de l'enseignement supérieur bénéficient aujourd'hui du statut particulier, il faut se poser question sur le niveau des enseignants de l'enseignement pré-universitaire, mais aussi de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et donc, ces menaces qui ont été faites jusqu'ici, il n'y a pas eu de couloir de négociation. L'État quand même a toujours assuré jusque-là, a essayé de donner une suite favorable à ces différentes revendications ou à cette plateforme revendicative déposée d'ailleurs, il faut le rappeler, depuis le 1er septembre. Donc septembre, octobre, nous sommes au mois de novembre, ça pratiquement 2 mois ou près de 3 mois d'ailleurs que ces structures syndicales sont en train d'observer, sont restées à l'attente. Des menaces qui ont été faites depuis les vacances n'ont pas été mises à l'œuvre. Donc pour dire, il faut quand même saluer ce niveau de maturité de ces structures syndicales-là qui ont toujours privilégié la voie du dialogue, mais sauf que cette voie du dialogue n'a jamais été trouvée et donc on n'a pas réussi à tabler avec le partenaire qui reste, le gouvernement, qui d'ailleurs doit décider si ce statut particulier doit être signé ou pas. On nous a fait croire à un certain moment qu'on a mis en place la commission technique de rélecture de ce statut particulier. Ils ont même nommé le
camarade Aboubakar Souma qui vient d'intervenir dans ce reportage de Khadija tout à l'heure. Et donc, cette rélecture du projet de statut particulier était terminée. Donc, il fallait très récemment, on était au niveau du ministère de la fonction publique qui devrait faire ses amendements. Et donc, jusqu'à ce niveau, il n'y avait pas eu de retour. Et récemment, il n'y a que 2 semaines de cela, les enseignants contractuels communaux de l'autre côté, ceux de la zone spéciale de Conakry, ont eux aussi battu le pavé à travers un sit-in, non seulement devant le siège du SLEG, mais aussi devant le département en charge de l'enseignement préuniversitaire. Et on a vu à travers cette manifestation de colère toutes les promesses qui ont été tenues par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, en l'occurrence M. Jean-Paul Sédi, qui a rassuré ces enseignants que tout sera entré en ordre, mais sauf qu'il n'y a pas eu d'évolution du dossier, d'où la colère des structures syndicales, notamment l'intersyndicale de l'éducation SLEG, FSPE, SNE. Donc les conséquences pourraient être fâcheuses, Abdallah. C'est au gouvernement aujourd'hui de prendre ce dossier à bras le corps, puisque les concessions scolaires que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas besoin de perturbations de cours, étant donné que ces perturbations de cours sont en perspective déjà à cause de tout ce qui est planifié, tout ce qui est annoncé sur le plan politique à travers ces élections en perspective, puisqu'il faut quand même le dire, l'année 2025 c'est une année quand même électorale, le président l'avait annoncé très tôt et il faut continuer à courir après 2025. 2026 également sera une année électorale, puisque il faut s'attendre aux législatives. Après la présidentielle, il faut s'attendre aux élections donc communales, forcément, les cours seront de temps à autre perturbés, et on ne peut pas quand même espérer connaître une grève de la part de s'ajouter à cela. Et ça va être un problème pour les élèves du pays. Assez de conséquences, et il faut le rappeler, surtout pour un système éducatif déjà fragilisé. On a quand même commencé par le Sénazur qui est le syndicat du côté de l'enseignement supérieur, aujourd'hui qui a déclenché une grève, sauf qu'il faudrait comme signaler un fait très important, c'est au niveau du public. Si on parle aujourd'hui de grève, la première répercussion retombe sur les établissements d'enseignement public. Aujourd'hui, si nous prenons les universités, avec le constat fait par nos différents reporters du côté de la rédaction, on a quand même compris que ce sont les universités privées qui sont plus impactées. Ça, c'est au niveau du supérieur. Prenons au niveau du pré-universitaire. Aujourd'hui, une grève déclenchée par le syndicat ou par l'intersyndicale affecte aussi directement le public parce que le statut particulier, l'engagement de ces anciens contractuels non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry relèvent tous du public. Ce qui risque quand même de créer un véritable fossé entre l'évolution des programmes au public et celle au privé. Le fossé il sera encore plus grand et aujourd'hui nous savons comment ça se passe dans le pays. Il y a, à Conakry précisément, il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Donc cela crée d'abord ce fossé. À l'intérieur du pays, vraisemblablement, ce sont que des écoles publiques en majorité par rapport aux écoles privées. Donc là également un arrêt total. Et comment rattraper ce retard pendant que le privé est en train d'évoluer? Le public est à l'arrêt. Aujourd'hui, prenons l'exemple sur le supérieur, l'enseignement supérieur même. Depuis lundi, il n'y a pas de cours. On est à comme au 4e jour. 4 jours, c'est quand même combien? Pour 6 heures ou 8 heures de cours, calculé x 4 déjà, vous savez ce que ça donne? Ça donne 32 heures perdues comme ça. Comment rattraper cela? Est-ce que ça ne va pas donner encore du fil à retordre aux différents ministères, notamment le ministère de l'enseignement supérieur? Ça, c'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Si nous revenons au niveau du préuniversitaire, comment, si cette grève, je ne le souhaite pas, est déclenchée par l'intersyndicale, comment le public ou les établissements publics vont en tout cas récupérer ou rattraper ces heures perdues? Aujourd'hui, moi, mon inquiétude se penche plus sur là. C'est vrai qu'il y a des revendications. Ils vont se retrouver sur la table de négociation. J'apprends que le ministre de la fonction publique a pris le dossier en main et entend quand même rencontrer les différents acteurs dès ce jeudi pour trouver une issue favorable. Ça, on le comprend. Au niveau de le Sénazur également, hier toute la journée, ils étaient en conclave. Jusque-là, aucune solution n'a été trouvée.
retrouver. Mais pendant ce temps, les heures sont en train d'être perdues pour un système éducatif déjà très fragilisé, Québec. Bien sûr, Abdallah, moi, ce que j'ai envie de soulever ici, c'est est-ce que vraiment il va y avoir un fossé entre le privé et le public? Parce qu'il faut savoir que les enseignants qui sont dans ces publics-là sont pratiquement les mêmes qui enseignent dans les privés. Et s'ils sont dans un mouvement de grève, je crois que même dans les écoles privées, il y aura quand même... Attention. Les écoles privées, vous êtes payés à l'heure. Attention, là, vous n'êtes pas fonctionnaire. Oui, mais si c'est le syndicat qui appelle... Si c'est le syndicat qui appelle... En plus, en Guinée, il y a cette question de récupération. Allez-y voir dans le privé. Je vous parle du Sénat-Usure. Allez-y voir, vous verrez ce que je suis en train de dire. Les établissements d'enseignement supérieur privés sont en train de continuer les cours. Attention, parce que là, ce n'est pas lié. En fait, il y a des points qui ne sont pas liés. Si on parle de Sénat-Usure, peut-être là-bas, il y a quelques points d'achoppement. Mais au niveau du pré-universitaire, ces points ne sont pas liés. Attention, le statut particulier, si, mais avantageux pour ceux du public. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le secteur privé n'a pas un statut particulier. Le secteur privé n'a pas un financement venant de l'État. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas tous citer ici. Mais comprenez que le privé va toujours avoir une longueur d'avance sur le public s'il y a grève. Allez-y, vous verrez les différentes grèves qui se sont déroulées. Toujours le privé trouve des voies et moyens pour rattraper les heures perdues. D'accord, peut-être rattraper. Merci. Trouver des moyens pour rattraper, mais quand même, cette perturbation dont on parle, il y aura quand même des forcément. Sur même les écoles privées. Je l'ai même dit, aussi. désastreuse. Je sais pourquoi je pèse les mots. Parce qu'aujourd'hui, hier, on était en émission. À partir du 25 novembre, on va forcément se retrouver dans la crise. Est-ce que le ministère ou les différents ministères ont trouvé des voies au moins? Quelle est la stratégie à maintenir le programme? Oui, bien sûr. Pour pouvoir achever les programmes à temps et dans le supérieur et au niveau de l'enseignement technique et au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Je crois que dès aujourd'hui ou dès maintenant, ces différents ministères doivent se trouver un plan après pour rattraper ces heures qui seront perdues. Parce que vous savez que naturellement en Guinée, la campagne ne rime pas avec l'enseignement. Vous le savez cours. déjà avec les cours. Donc on sait ce qui se passe. Vous créez cette récupération politique. C'est magnifique. Les gens aiment se mettre dans des mouvements. Il faut se rendre compte que même s'ils ne sont pas concernés, il y a quand même ces personnes, dès qu'il y a un mouvement dans le pays, ils aiment venir aussi s'accrocher à cela. Donc c'est ce qui fait que franchement, cette année, il faut qu'on se pose des questions. Non, il faut qu'on s'inquiète. Il faut par contre qu'on s'inquiète en ce qui concerne le déroulement normal et comment on appelle du programme sur l'avenir de l'année scolaire. Mais c'est que moi j'aimerais signaler, Abdallah, c'est vrai on peut créer aujourd'hui un pont entre ce qui se passe dans le supérieur et ce qui va se poser peut-être après, à l'expiration de ces 10 jours, si rien n'est fait dans le secteur de l'enseignement pré-universitaire. C'est vrai que les revendications semblent rester les mêmes. Il s'agit de rémunération ou de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Mais il faut quand même rappeler que le secteur de l'enseignement supérieur est aujourd'hui, il n'y a qu'un seul syndicat, d'accord, dans ce secteur qui est le Sénat-Usure, qui est écouté aujourd'hui. Le Sénat-Usure le seul syndicat peut-être, c'est le seul syndicat là qui peut hausser le ton et qui peut causer du fil à retordre aujourd'hui au gouvernement qui est le partenaire. Mais dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire, il y a une intersyndicale de l'éducation, 3 structures syndicales réunies. Donc il faut quand même dire que là-bas, c'est une force vive, ou même des forces vives, il faut le dire. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est une force vive, mais dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire, c'est des forces vives qui se retrouvent ici et qui vont se donner la main, qui vont conjuguer le même verbe, qui vont formuler la même voix pour appeler à une grève générale et illimitée. Partout, on sait c'est que ça nous a causé lors des grèves précédentes ici. Le CERESCO, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, dirigé par Aboubacar Souma, le pays tout entier peut se retrouver dans la danse, paralysant ainsi les cours sur toute l'étendue du territoire national. Et si on fait appel au syndicat national de l'éducation qui est aujourd'hui dirigé par
par Michel Pepe Balamou, qui n'est pas mal aussi écouté dans ce secteur. Également, on a la FSPE, qui est la Fédération professionnelle des syndicats de l'éducation. Donc il faut quand même dire que si toutes ces forces-là se donnent les mêmes pour appeler à une grève, Abdallah, et dans le secteur privé et dans le secteur public, il va y avoir vraiment des conséquences très graves. Et donc, bien avant qu'on assiste à cela, il faut quand même dire que c'est le moment ou jamais d'agir de la part de ce gouvernement-là, puisque peu importe les manœuvres qui seront trouvées par le secteur privé ici pour rattraper le temps perdu, ça va quand même rester une perturbation, une paralysie des cours à un moment donné. Et il y a d'autres craintes. Si et seulement si le syndicat lance des grèves et que le secteur privé s'entête, on a assisté à tout cela ici, avec cette période qui arrive, on ne peut quand même pas prendre le risque de dispenser les cours dans les écoles privées pendant que dans le secteur public, il n'y a pas de cours. Donc on sait ce que cela peut aussi créer comme... Ils peuvent m'attaquer, hein. On a ici, ils peuvent même attaquer. Voilà. On ne va pas aller jusqu'à ce point. Non, je dis on en a vu. C'est des faits. On en a assisté à cela. C'est vrai que la grève n'est pas encore là. C'est juste une menace de grève. C'est les élèves souvent qui font cela. Ils se disent, mais pourquoi nous ne sommes pas en cours? D'abord, on est en train de dire que rien ne nous oblige. Il faut quand même soulever les enjeux. On est en train de dire que rien ne nous oblige aujourd'hui d'assister à une grève générale et illimitée dans le secteur de l'enseignement pré-universitaire. Le moment n'est pas du tout permis. Il faut d'abord tenir compte de ce qui va se passer politiquement, le contexte dans lequel nous sommes. Rien que la campagne politique qui est annoncée à partir du 25 novembre prochain, il va y avoir naturellement des perturbations des cours. Si une quelconque grève s'ajoute à cela, et surtout la portée, elle est très imminente. On parle de grève générale et illimitée. Quand on lance de grève générale, c'est que ça veut dire que tout le territoire guinéen sera concerné. Or, on ne peut quand même pas espérer qu'après le mot d'ordre lancé par toutes ces structures syndicales, ces trois d'ailleurs qui forment l'intersyndicale de l'éducation, si une école privée peut oser quand même faire autrement, puisqu'on sait ce que cela peut aussi générer en termes de conséquences. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui il y a une paralysie depuis le 3 novembre dernier dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. Cela devrait interpeller très rapidement ceux ou les autorités en charge du système éducatif du pays, puisque si l'enseignement supérieur, qui d'ailleurs a bénéficié son statut particulier, n'est jusqu'à présent pas satisfait de l'amélioration de ses conditions de vie et de travail, il faut quand même dire que ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas encore bénéficié de ce statut particulier, vont naturellement descendre dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Et surtout qu'on a trop misé sur le temps. Il y a eu une sorte de jouer contre la montre. Une sorte de politique de jeu contre la montre de la part, puisqu'ils ont été patients, il faut quand même le dire. Ces menaces qui veulent maintenant se concrétiser à partir de ce délai fixé ont été faites depuis les vacances. Mais le gouvernement n'a pas daigné tendre des oreilles attentives. Et voilà, conséquence, on assiste à un dépôt de préavis de grève. Donc, ultimatum de 10 jours donné, c'est le moment où jamais, je le dis tantôt, nul n'a besoin d'assister à une grève générale et illimitée aujourd'hui dans nos concessions d'enseignement scolaire. Sincèrement, il faut quand même agir maintenant. C'est maintenant ou jamais. Peut-être que c'est vrai, on peut essayer de trouver peut-être des mots justes pour dire à ces syndicalistes de continuer à privilégier la voie du dialogue, puisque derrière, le gouvernement a aussi pris le dossier en main. Ouais. Le gouvernement a pris le dossier en main. Cette prise de dossier en main, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Vous vous souvenez quand on a dit que la présidence a récupéré le dossier des enseignants communaux, contractuels communaux, mais ceux aussi de la zone spéciale de Conakry. Ça, c'était avant même la tenue du vote référendaire. On leur avait promis d'attendre jusqu'à ce que le scrutin référendaire passe, et puis on allait faire face à leur situation. Et depuis
jusqu'à maintenant, ça reste silence radio, aucune action concrète. Et donc, toutes ces revendications réunies dans une seule plateforme revendicative, je vois que ça risque de faire mal dans le secteur de l'éducation. Très mal. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous entends. Parlant de ces conséquences, comment on appelle, de cette grève illimitée que, comment on appelle, l'intersyndicale doit lancer. Il faut soulever le cas des élèves qui sont dans les situations d'examen, dans les classes d'examen. Donc, c'est que l'enjeu ici est vraiment énorme. Et le gouvernement et les enseignants doivent privilégier, je crois, la voie du dialogue. C'est le bon moment pour le gouvernement d'essayer de débloquer. Parce que le dossier est à un niveau. Il faut qu'ils essayent de débloquer. La patience a quand même des limites. Les enseignants, ce n'est pas aujourd'hui que les menaces de grève ont commencé. Il faut comprendre les comptes aussi du gouvernement, attention. Oui, bien sûr. Donc, on va traiter tous les dossiers à la fois. Exactement. Mais il faut penser, voilà, exactement. Il faut penser aux élèves. Quand on parle quand même de l'éducation, Abdallah, c'est quelque chose d'énorme, c'est grand, c'est les élèves. C'est l'un des piliers même. Voilà, bien sûr. Fondation prônée mais bien sûr, bien sûr. Le moteur. Exactement. Donc, quels que soient les dossiers qu'on appelle qui se trouvent dans les mains du gouvernement, il faut quand même qu'ils essaient de privilégier l'éducation, parce que ça concerne l'avenir des jeunes. Donc jusqu'ici, il y a des problèmes à ce niveau. Il y a des problèmes qu'il faut franchement essayer de régler. Il faut trouver un terrain d'entente. Si les enseignants ont été patients plus de 3 mois, il faut le dire, depuis qu'ils ont commencé à parler de cette grève, si c'est maintenant ils le lancent, c'est parce que la patience a atteint. Voilà, c'est atteint son paroxysme. Voilà, donc il faut quand même aussi que le gouvernement essaye de voir et pour que les lignes... Nous espérons quand même que les pourparlers au niveau de l'enseignement supérieur qui se poursuivent, il faut le dire, parce qu'hier même dans la grande édition d'information, on a quand même suivi le secrétaire général du Sénat qui rappelait que oui, ils ont rencontré le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, mais les pourparlers continuent jusqu'hier tard. Je pense qu'il n'y a pas eu de solution finale ou de sortie rapide de crise. Ce qui affecte, je reste encore sur cette position négativement, l'enseignement supérieur, voire technique. Mais au niveau du préuniversitaire, il faut éviter l'erreur commise dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire à l'enseignement supérieur, le gouvernement, les autorités ont attendu jusqu'à ce qu'on soit dans la grève pour essayer d'engager un dialogue. Aujourd'hui, et je vois quand même, selon nos confrères des sites, que le ministre de la fonction publique s'est engagé à prendre le dossier, essayer de l'évacuer pour éviter d'en arriver là. Parce que nous sommes à 10 jours aujourd'hui, c'est le premier jour. Il nous reste encore 9 jours, 9 plus 6, je pense qu'on se retrouve au 15. Le 15, c'est 10 jours avant le démarrage de la campagne. Je sais pourquoi je le mets, parce que nous sommes dans une période préélectorale. Nous serons dans la période électorale et après la période post-électorale. C'est des périodes qui peuvent chambouler en quelque sorte le calendrier scolaire. On le sait déjà, parce que d'habitude, même si les élections se passent paisiblement, il y a des moments où le ministère est obligé d'arrêter les cours pour que les politiques finissent, après revenir. Donc c'est encore compliqué, très compliqué, et pour l'enseignement supérieur technique, et pour l'enseignement préuniversitaire. Mais c'est qu'on doit aussi comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les revendications peuvent être prises en compte? C'est ça, est-ce que le gouvernement a ce budget? Non, mais c'est une panoplie de revendications, il faut quand même le dire. Oui. Mais le point d'achoppement, on l'a soulevé tout à l'heure, même dans cette émission. Et même lorsque vous regardez même dans la plateforme revendicative qui est déposée, il y a aujourd'hui des points qui sont cruciaux, d'accord? Il y a des points qui sont cruciaux dans cette plateforme revendicative, notamment le statut particulier, l'engagement des enseignants contractuels communaux. Je pense que c'est là. Alors, à ce niveau, vous allez voir qu'au niveau de la signature, de la révision du statut particulier, le gouvernement ne s'y oppose pas. On est tous d'accord que ce statut, il est caduc, donc il faut vraiment une révision aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fâche?
qu'est-ce qui énerve aujourd'hui même l'intersyndicale de l'éducation, c'est cette lenteur-là autour. Trop de promesses, et puis on fait croire aux partenaires que oui, on est avec vous, mais c'est que ça ne bouge pas un peu. À tout moment, on rassure, mais ça ne bouge pas. C'est vrai que c'est très difficile de trouver solution ou de satisfaire à 100%. Même les syndicalistes sont conscients de cela. Et d'ailleurs, ils sont partenaires. Et vous connaissez comment une lutte syndicale se mène. Abdallah, une lutte syndicale, c'est que vous... Chez Mondial Express... 10%, vous prenez cela et puis vous attendez, vous revenez encore pour rebondir afin de demander encore plus. C'est toujours comme ça. Mais vous demandez 100%. On ne vous donne pas d'abord 10%. C'est que ça doit causer des grincements dedans. Pour le moment, aucun point n'a été pris en compte. Est-ce que la signature... Alors, puisque le gouvernement est d'accord sur ce point, qu'il faut réviser ce... Transformons vos voyages. Sur ce point-là, le gouvernement est d'accord. Oui. On est très d'accord. Maintenant, il faut procéder à la signature de ce statut particulier. Bien. La commission technique de lecture a été mise en place. Je crois que cette commission a fini son travail. Vous avez dit tout à l'heure de la fonction publique dite avoir prendre le dossier. Mais il faut quand même signaler que le statut, selon les dernières informations, le statut se trouve au niveau du ministère de la fonction publique qui doit à son tour ajouter ou faire ses amendements. D'accord? Donc c'est à ce niveau ça se trouve. Donc si jusqu'ici ce ministère n'a pas fait ce qu'il doit faire, et c'est attendre jusqu'à ce que l'intersyndicale hausse le ton pour descendre dans la rue pour faire une grève, pour causer des perturbations des cours dans les concessions scolaires. Et c'est maintenant que le ministre peut sortir pour nous rassurer. Ça va être un peu, ça va créer des soucis. Si aujourd'hui on essaye de trouver au moins une solution, ne serait-ce que par rapport au point du statut particulier, moi j'espère que le syndicat pourra mettre l'eau dans son vin. Certainement, et on espère qu'une issue favorable sera trouvée pour ces différentes crises, et au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'enseignement pré-universitaire. Une petite pause, le temps pour nous de recevoir notre invité. Avec lui, nous parlons des élections en Guinée et surtout de comment préserver, garantir la paix et l'unité nationale. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, nous recevons le ministre Mamadou Taran Diallo, ancien ministre de la Citoyenneté. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie en une expérience inoubliable.
Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de tâches pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble d'A, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé ici une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Je vous l'annonçais, sommaire en Guinée, les élections riment souvent avec tension, contestation et discours de haine. Des dérives qui alimentent la peur, divisent les communes, agilisent la cohésion nationale. Pourtant, voter devrait être un choix, pas une confrontation. Alors, comment préserver la paix et l'unité nationale en période électorale? Sur ce plateau, M. Mamadou Taran Diallo, ancien ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, Contact Transparency International Guinée et président d'honneur de l'Association guinéenne pour la transparence. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'accepter notre invitation. Bonjour à tous et à toutes. On parle de ce sujet très important, comment sauvegarder la paix et l'unité nationale en période électorale. Vous avez été ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Aujourd'hui, la Guinée s'achemine vers de nouvelles élections, vers la présidentielle, il faut le dire, qui est en premier rang. Également, peut-être les législatives qui vont suivre. Aujourd'hui, pour vous, comment parvenir à sauvegarder la paix et l'unité nationale? Premièrement, responsabiliser les acteurs politiques à tous les niveaux. Les Guinéens vivent ensemble et tranquillement. On se marie entre nous, on cohabite ensemble, on fait tout ensemble. C'est seulement des études, pas seulement des études, et des réalités ont prouvé que c'est quand il s'agit d'élections qu'il y a des problèmes. Et je dis responsabiliser la classe politique. Je ne dis pas la classe politique seulement. Je dis tous les tenants et les aspirants au pouvoir. Oui. Leur dire, cherchez le pouvoir, mais faites en sorte qu'aucun Guinéen ne soit ni insulté, ni blessé, à plus forte raison tué.
Et ça, c'est d'abord dans leur réflexion. Ensuite, dans leurs propos, dans leur discours. Et je vais ajouter dans leur insinuation implicite et explicite. Vous allez me dire quelle insinuation je veux dire. Quand j'étais ministre, à la citoyenneté, comme vous l'avez dit, on a regardé. Si vous voulez, la campagne est faite pour que quelqu'un vienne dire qui il est, comment il voit la Guinée et qu'est-ce qu'il entreprend faire. Oui. Mais ça, c'est le discours public, ce que vous appelez le discours in. Je crois que c'est le terme que vous consacrez. Dans le discours off, chacun vient dire « Ah, tu es mon parent, hein? Tu es mon cousin. Il ne faut pas que le peuple prenne. Il ne faut pas que le malinqué prenne. Il ne faut pas que le soussou prenne. Il ne faut pas que le forestier prenne. » Derrière, dans le discours off, je crois aussi c'est votre terme, c'est sur ça, si vous voulez, qu'on souffle. Et pourquoi je dis donc responsabiliser tous, c'est que ça, il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit exigeant. Et donc c'est ce discours off qui cause problème souvent. Donc un discours de haine. C'est derrière ça, si vous voulez, des discours d'ethnicité. C'est pour ça, à l'époque, on avait fait une déclaration, oui au débat, non à l'affrontement. Et on avait fait aussi une deuxième déclaration, la compétition politique ne doit pas déboucher sur la confrontation ethnique. Et vous imaginez, puisque j'étais en charge publique d'un ministère quand même, et donc on était permis de le dire. Si ce n'est pas cela, regardez dans les contacts et tout ce que vous faites. Les Guinéens, on n'a pas de problème ensemble. Je vais vous dire, mieux. Quand même, j'étais en charge de ce département, des gens étaient venus me voir. Parce que le président de la République, professeur Alpha Condé, quand il me chargeait de ce ministère, il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux aller être au niveau des citoyens, le réceptacle, et tu écoutes ce que disent les citoyens. Et après, tu portes la voix des citoyens et leurs préoccupations. J'ai dit oui. J'ai dit, mais à l'époque, j'ai dit, il y a une différence entre un citoyen et un militant. Mais le militant, c'est le partisan. Il y a une différence entre les deux. Absolument. Le militant, c'est le partisan d'un parti ou de telle chose. Le citoyen, c'est nous tous. À partir de là, il a dit tout à fait. J'ai dit, tu te mets en bas et tu te mets au niveau des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on vous imaginait, une voix d'État qui dit que la compétition ne doit pas déboucher sur des confrontations ethniques. Donc c'est ce discours off et les machins tout. Et nous devons tous être vigilants. Et nous devons tous, je vous dis, être exigeants vis-à-vis de ces trucs. L'élection, c'est quoi? C'est que quand tu élis, tu fais deux choses. La première, tu choisis celui qui te plaît. Est-ce que vous? Ou alors, si ce n'est pas celui qui te plaît, tu choisis celui qui est utile, celui que tu penses être capable de faire quelque chose. Voilà les deux. Mais tout ça, il faut le faire sans violence, dans la tranquillité. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Oui, alors les discours publics, vous l'avez soulevé, monsieur le ministre, on en assiste souvent lors des campagnes électorales ou des périodes électorales, souvent dans les pays, mais souvent ce qui est dit en off, c'est ce qui est dangereux. Ça veut dire, alors aujourd'hui, ceux qui viennent pour compétir à ces élections-là sont ceux-là qui sont derrière pour venir souffler n'importe quel mot auprès des citoyens. Alors si les compétitions électorales naturellement ne doivent pas déboucher sur des confrontations ethniques, quel doit aujourd'hui être le rôle du citoyen lambda que nous sommes pour éviter que ça glisse sur ce terrain? Alors le citoyen, comme je vous ai dit, c'est le seul moment où nous sommes des rois. Et quand tu dois décider de quelque chose, eh bien, il faut savoir comment tu décides. Alors, pour nous, par exemple, les intellectuels, c'est un peu facile. Mais les citoyens ont droit à l'information, que vous faites bien, la presse. Ils ont non seulement droit à l'information,
mais surtout à l'éducation et à la formation. La formation, c'est quoi? Et l'éducation. Alors, les Guinéens d'en bas, le citoyen ordinaire, vous croyez quelle est sa priorité? Quel que soit celui qui est là-haut, c'est qu'il trouve à manger, c'est qu'il puisse se soigner, c'est que ses enfants aillent à l'école, qu'ils étudient à l'école coranique et à l'école publique. Je dis bien école publique, parce qu'aujourd'hui... Il y a assez d'écoles privées. Oui, qu'est-ce que ça coûte? Et est-ce que tous les citoyens ont les moyens aussi de faire face à ça? Et en tout premier lieu, comme vous avez dit aussi, sa sécurité, le citoyen. Donc, c'est comment faire en sorte, surtout, que ces citoyens-là soient dans ça. Vous et moi, eh bien, ce que j'appelle la Guinée d'en haut, est-ce que vous voyez, on a les critères et un peu plus de facilité à faire un choix. Bien. Maintenant, quelles sont selon vous, Monsieur le ministre, les principales causes des tensions électorales? Vous avez toujours tout à l'heure évoqué le discours politique. Mais au-delà du discours politique, il y a également les manipulations politiques. Il y a aussi peut-être le manque de confiance entre le discours politique, le manque de confiance et les manipulations politiques. Quelles est pour vous la véritable cause? Alors, quand vous dites manipulation, moi tout ça j'ai dit, c'est au niveau des aspirants au pouvoir. Est-ce que vous voyez? C'est eux qui manipulent, c'est eux qui ont des discours in et off. Sur les discours in, ce que j'appelle public, vous ne trouverez personne qui dit quelque chose, parce que non seulement ça peut lui coûter ce truc, mais au niveau de la loi, il peut être poursuivi. Donc ces discours off-là, c'est ceux qui aspirent au pouvoir. Les messages qu'ils disent, c'est sur ça, et que nous devons tous être vigilants et faire en sorte aussi, surtout, nous devons être vigilants aussi sur ce que tu dis après pour que tu puisses le faire. Et donc, comme je vous le dis, c'est ce discours privé. Sur le discours public, je vous dis, c'est rare. Vous ne trouverez même pas quelqu'un qui peut se hasarder au risque de sa sécurité et au risque même de perdre son truc. Risque de sécurité et de personnes. On va aller directement avec le top horaire du côté de la radio. À la télé, on poursuit cette très belle émission. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store. Vous l'avez sans doute pris, c'était donc le top horaire, 10 heures qui sonnait ici même. À quoi nos auditeurs et téléspectateurs, nous avons comme invité Monsieur Mamadou Diallo. Avec lui, nous parlons de ces périodes électorales ou de cette période électorale, comment sauvegarder, préserver la paix et l'unité nationale. Monsieur Diallo, parlons à présent de responsabilité, notamment de comportement des différents acteurs. Je reste avec les politiques, les acteurs politiques. Aujourd'hui, quel rôle ces acteurs doivent-ils jouer pour l'apaisement ou pour préserver cette paix et cette unité nationale? Alors, comme je vous dis, j'ajoute même les acteurs politiques et sociaux, parce que on s'est battu, par exemple, depuis 2010 pour qu'il y ait des candidatures indépendantes. Alors moi, j'étais membre du CNT en 2010. Lorsqu'on se battait pour avoir des candidatures indépendantes, on avait deux objectifs. Le premier, c'était la déclaration des biens par ceux qui étaient au pouvoir, et la deuxième, c'était les candidatures indépendantes. Bon, on m'a coincé, on m'a dit, écoute, on a gagné sur la déclaration des biens. On m'a dit, sur les candidatures indépendantes, si on fait ça, des vendeurs de drogue peuvent se présenter à tous les trucs. Bon, j'étais pas... Vous savez, quand on va de ce côté-là, on vous ligote un peu. Parce que tu ne peux pas dire
ouvrons la porte à un vendeur de drogue, mais on ne peut pas aussi dire, si vous voulez, qu'un citoyen, je veux diriger mon pays, je veux être député, je veux être maire, je veux être président d'un district ou de quartier. Mais si je ne suis pas dans une concession, dans une maison politique, je ne peux pas sortir. Donc, à l'époque, si vous voulez, ce problème de candidature indépendante est resté figé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on y est arrivé. Je ne sais pas d'ailleurs, on va vérifier. Est-ce qu'au niveau de la Constitution, je sais que la présidentielle, c'est sûr, mais on avait demandé qu'il y ait des candidatures indépendantes à tous les niveaux. Donc, comme vous l'avez dit aussi, comment responsabiliser ces chercheurs, ces tenants et aspirants au pouvoir sur leur discours? Je vous ai dit, si c'est les discours publics, tout de suite, si vous voulez, non seulement il se compromet, pour ne pas dire il se grille, mais l'État, à travers ses services, vous avez les services de sécurité et les services de justice qui peuvent y recourir. On parle toujours depuis longtemps d'état de droit. Bon, notre lutte et notre combat, c'est faire évaluer l'état de force et le transformer en état de droit. L'état de force en état de droit. Un état n'est jamais faible. C'est les locataires qui peuvent être faibles ou forts. L'État, c'est un ensemble d'institutions, d'outils et tout ce que vous avez. C'est celui qui s'en sert mal ou qui s'en sert bien. Donc j'insiste pour vous dire, nous tous, sur ces discours là, je vous dis, souvent il n'y a pas de problème. Vous la presse, nous tous, nous les citoyens, nous tous, soyons vigilants. Bon, quand vous m'appelez ici, vous êtes mon cousin, mon frère et tout, oui, je suis ton frère, je suis ton candidat, d'accord. Ça, vous le dites. Mais... Alors, monsieur le ministre, nous savons qu'en période électorale, les responsabilités sont partagées en ce qui concerne le maintien, je crois bien, de la paix dans le pays. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces dirigeants, ceux qui aspirent au pouvoir, qui ont des discours in et off. Ce discours off-là, en quelque part, c'est compréhensible parce que chacun cherche quand même à défendre, à défendre sa position. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, quel peut être votre conseil à l'endroit surtout du citoyen lambda qui est aussi quelque part militant et électeur concernant bien sûr ces discours off? Alors, comme vous avez dit, bon, c'est normal, j'écoute et même j'accepte mon parent, mais je vous ai dit, les électeurs doivent savoir qu'en choisissant quelqu'un, je vous ai dit, c'est souvent sur deux voies. La première option, c'est que vous aimez la personne. La deuxième chose, c'est que quand vous vivez dans un pays vous-même, vous connaissez aujourd'hui quels sont vos besoins, quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous voulez. C'est que vous regardez qui est capable de me satisfaire. Est-ce que vous voyez? Qui est capable de remplir ou de faire en sorte que ce que je veux pour moi, ce que je veux pour ma famille, ce que je veux pour mes enfants, parmi tous les gens-là qui parlent. Pour le moment, je les entends sur parole. Est-ce que oui? Mais sur qui je vais porter ma voix? Parce que ma voix compte. Est-ce que oui? Et je vous dis, c'est pendant les élections seulement où on a besoin de vous et moi et de tous les citoyens ordinaires. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que la paix ne soit pas, ou même l'attitude sociale ne soit pas perturbée? Alors, la paix, je vous dis, si ce n'est pas cette période de choses, on n'a pas de problème. Et je vous dis, les discours aussi officiels, il n'y a pas de problème. Et donc, maintenant, il faut aussi que dans les élections, que les institutions chargées d'élections et de sécurité, qu'on fasse en sorte que tout se passe aussi régulièrement, normalement. Bien. Monsieur le ministre, que pensez-vous donc du comportement des citoyens sur les réseaux sociaux pendant les campagnes électorales? Bon,
Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez dit, il y a les militants qui s'expriment. La plupart du temps, c'est des discours partisans, des écrits partisans. Bon, je ne peux pas dire que vous ne pouvez pas soutenir ou dire du bien ou du mal de quelqu'un. Parce que voilà. Mais il y a les limites aussi. Quand je veux dire du mal de quelqu'un et des trucs, moi je ne veux pas qu'on se plaigne contre quelqu'un. Mais je veux aussi, comme vous avez dit, que chacun s'exprime librement. Mais en s'exprimant librement aussi, comme vous dites, c'est que tu ne portes pas atteinte à la quiétude publique et à la sécurité publique. Il faut savoir que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Vous êtes libre de soutenir quelqu'un, de faire campagne pour quelqu'un, mais avec cette limite-là. On est en train de contextualiser aujourd'hui, puisqu'on on est en quelque sorte, souvent on peut dire qu'on est en période électorale, puisqu'on vient de sortir du référendum constitutionnel et nous nous dirigeons vers la présidentielle, mais on est à une période de vlogging. Abdallah a souligné tout à l'heure des réseaux sociaux et dans votre intervention, vous parlez de discours public. Et donc, si on vous a compris, ceux qui aspirent au pouvoir, c'est-à-dire les compétiteurs lors de ces élections-là, dans leur discours public, peut-être ne va pas y avoir de problème. Mais il existe d'autres discours publics, monsieur le ministre, soit sur les réseaux sociaux, puisque je signale qu'on est à une période de vlogging aujourd'hui. Donc, les gens se permettent sur les réseaux sociaux de tout raconter. Alors, si du côté des aspirants au pouvoir, il ne va pas y avoir de discours publics allant dans le sens de menacer un peu la quiétude sociale, de menacer la paix, mais derrière sur les réseaux sociaux, il y a une forte menace aujourd'hui. Si nous nous regardons un peu dans le miroir, dans les rétroviseurs, et derrière ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour parler de ces vlogueurs entre autres, il y a, parlant de contexte, il y a ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui à l'étranger. Forcément, ceux qui sont là peut-être, qui vivent directement dans le pays, ne peuvent peut-être pas tenir certains propos, mais on sait quand même depuis l'extérieur que les gens se croient permis de tout. Alors que dire aujourd'hui à cette opposition qui vit depuis l'extérieur et qui pense que tout ce qui est fait par le régime d'aujourd'hui c'est du tape à l'œil? Alors, le discours, moi je vous ai dit, c'est tous les tenants et aspirants au pouvoir, que personne ne touche à notre sacrée unité nationale. Bien. Que personne ne touche à la paix. Tu peux chercher le pouvoir, mais que personne ne nous mélange. Parce que, et que personne n'incite à la haine, à la violence et à la division, qui que tu sois. Est-ce que vous voyez? Les réseaux sociaux, moi, bon, je suis particulièrement pour la liberté et l'indépendance de la presse. Mais dans ce truc aussi, quel que soit le réseau, vous avez quelqu'un qui est chef, qui arbitre ou qui machin. C'est de faire en sorte, comme vous avez dit, que tous ces discours qui peuvent poser problème aussi n'y apparaissent pas. Voilà ce que je peux dire à tout le monde, qui que tu sois. Tu cherches le pouvoir, je n'ai pas de problème. Mais que tu ne crées aucun problème, qui que tu sois, de gauche à droite, politique, indépendant et tout le monde. Sur notre lien commun là, la Guinée, la paix, la quiétude, notre coexistence, nos problèmes communs ne touchent pas à ça. Alors, monsieur le ministre, restons toujours sur ce point de propos incitatifs. Il y a des gens, pendant cette période, disons qu'on peut appeler sensible, d'abord, on a un pouvoir, même si aujourd'hui nous sommes encore dans la transition, mais on a un pouvoir en place. Donc, il y en a qui, dans la société, écoutent et ils font des remarques. Donc, dès qu'ils remarquent que peut-être une entité ou même une personne ne tient pas de propos, disons, incitatifs ou ne fait pas de critique à l'endroit du pouvoir en place, ils se disent que non, c'est parce que vous êtes forcément du côté du pouvoir. Sinon, il y a des manquements, il y a des failles, ou sinon, il y a des choses qui ne sont vraiment pas
normales qui se passent qu'on doit, par exemple, soulever. Dénoncer. Donc, s'ils voient qu'une entité ou bien une personne ou un citoyen lambda ne fait pas cela, ils se disent directement non, c'est parce que... Le débat contradictoire. Voilà, il est avec le pouvoir. Quel regard portez-vous sur ce genre de réflexion? Non, vous avez raison. C'est si vous voulez, c'est une tare et une maladie que nous portons tout le temps. C'est-à-dire que tu ne parles pas du bien du pouvoir, on dit ah, tu es un opposant. Est-ce que vous voyez? Donc tu ne dénonces pas, tu ne machines pas, tu es un opposant. Tu applaudis ou tu dis oui au pouvoir, on dit ah, il mange là-bas. Exactement. Et même si pour certains, ce n'est même pas le cas. Il y a des gens, il y a des partisans de... C'est fait comme vous avez dit. Ce sont des réalités. Moi, je vais vous dire, même quand j'étais au ministère aussi, on avait étudié tous ces trucs. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, on avait étudié, on a dit, ah, au fait, puisque c'est le moment des élections qui font les tensions, comment peut-on réduire les périodes électorales? À quel moment? En 2010, par exemple, grâce aux accords de la CEDEAO, il n'y a pas eu de référendum. C'est au CNT que nous avons voté la Constitution de 2010. Et vous savez ce que coûte un référendum ou une élection? C'est à des coûts de milliards. C'est beaucoup d'argent. Et à l'époque aussi, depuis lors, on s'est demandé, est-ce qu'il ne faut pas cumuler les élections? Donc on vote une fois ou deux fois. Donc du président de la République aux députés. À l'époque, sur les députés aussi, on avait dit, la liste nationale, là, on n'a qu'à la supprimer. Et on a dit pour deux raisons. La première, on a dit c'est souvent une liste déguisée de nomination. Je suis ami à M. Kaba, M. Abdallah, celui qui dirige, il mettra mon nom. La deuxième, on a dit bon, alors, puisque c'est le seul moment où les gens cherchent le pouvoir, donc tu viens te présenter devant les électeurs. Eh bien, s'ils te lisent, eh bien, il n'y a pas de problème. S'ils ne te lisent pas, ok. Et par les maires, par exemple, on a dit, au lieu d'élire des maires, alors, chacun de nous dans son quartier ou son district, ce sont les gars qui nous sont le plus proches. Si c'est le maire, il est un peu loin de moi, peut-être à la radio, à la télé, ça c'est nous qui sommes un peu là-haut et les machins. Oui. Mais le paysan en bas ou dans les machins, c'est qu'il connaît. En tout cas, celui qui dirige son district ou son quartier, il est attentif à ça. Si vous lui demandez de choisir ça, il connaît. À l'époque aussi, on avait dit, est-ce qu'on ne va pas élire directement les présidents de district et de quartier? Et là, par sous-préfecture, ils vont aller élire le maire rural ou le maire de la commune. Oui. Donc, comme vous avez dit tout ça, vous avez parfaitement raison. Ce sont des interrogations, mais pas seulement des interrogations. Nous devons agir et nous comporter et rester vigilants pour que ça ne porte pas atteinte à notre quiétude et à notre unité nationale. Alors, quelles sont les actions à mener pour éviter donc les violences électorales? Alors, d'abord, et je répète tout, responsabilité de ceux qui cherchent le pouvoir. Et deux, responsabilité de nous tous aussi, les citoyens, qu'on n'accepte pas que quelqu'un nous dise insultez-vous, battez-vous, ou alors détruisez la case de celui-ci, la route de celui-là. Refusons cela. Tout ce qui nous amène à la violence, à la division, à la dispute et aux problèmes entre nous, refusons cela. Mais, j'insiste sur ce discours in et discours off, tous ceux qui cherchent le pouvoir aussi, et que dans leurs propos, dans leur discours public, vous ne les avez pas, dans leur comportement et dans les messages off, ils vont marcher. Mais nous aussi, n'acceptons pas cela. Alors, Monsieur le Ministre, nous savons qu'une période électorale est forcément, naturellement, une période de tension, de contradiction, naturellement. Et à partir du 28 décembre prochain, le peuple de Guinée est appelé à voter pour élire son président de la République. Vous avez été ministre de la citoyenneté et bien avant, si j'ai bonne mémoire, activiste de la société civile, si je ne me trompe. Et même membre du CNT de 2010. Justement. Alors, à ce niveau-là, quel peut être aujourd'hui, en tant que votre regard, non seulement d'ancien ministre, mais d'activiste de la société civile, mais aussi de citoyens,
cette élection en perspective aujourd'hui, comparativement à d'autres élections que le pays a connues de par le passé, quelle peut être sa particularité, cette élection en perspective à partir de 28 décembre 2025? Bon, comme vous avez dit, on court les mêmes risques. Alors, il y a une situation, parce que on est en train de bâtir, comme je vous dis, un État démocratique, un État de droit. Et je vous disais État de droit ou État de force que nous devons convertir. Vous avez dit, bon, des institutions de façon institutionnelle, de façon structurelle, de façon organisationnelle, vous avez tout ce qu'il faut. Alors maintenant, c'est l'application et la sauvegarde de cela. Et c'est là où nous devons être vigilants. Non seulement nous, mais aussi nous préserver nous-mêmes. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut du point de vue institution. Et je vous dis, quand j'étais encore au département, on avait dit qu'il y a même trop d'institutions. Est-ce qu'il ne va pas les réduire? Parce qu'on regardait chaque fois les coûts. Et quand on regarde les coûts, de l'autre côté, on trouve, je lisais dans un journal, les réseaux sociaux le jour, un village qui n'a pas d'école. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, on n'a pas fini les routes, même nationales, et les routes interpréfectorales. Les routes de quartier sur vos réseaux, comme vous dites, tous les jours, vous voyez où il y a des problèmes. Donc, dans ces économies-là, on regardait la réorientation des coûts que coûtent ces institutions, ces élections. Combien d'écoles on peut construire? Combien de centres de santé on peut construire? Combien on peut faire pour que... Parce que le Guinéen d'en bas, là, toujours, ayons ça à l'esprit, c'est pas vous et moi. C'est son quotidien, sa sécurité, sa santé. Et maintenant, c'est nous qui ajoutons aussi l'accès de ces enfants à l'école. Donc, comme vous avez dit, les réalités là demeurent. Mais faire en sorte aussi que ce qu'il y a soit efficace, appliqué et aussi être vigilant. Pour vous, en un mot, que signifie pour vous voter en paix en tant qu'ancien ministre, ancien membre du CNT, aujourd'hui activiste de la société civile? Moi, je dis même voter égale paix. C'est voter dans la paix. Dans la paix, oui. Oui, c'est pas avec et tout. Faire à tout prix, à tout prix, à tout prix. J'insiste et je le dis toujours, je dis que ni les tenants ni les aspirants au pouvoir ne fassent en sorte qu'on se mélange et qu'on vote dans la violence ou dans les machins. Alors, voter dans la paix, c'est permettre à chacun. Ça, c'est l'État qui doit prendre des dispositions sécuritaires, parce que faire en sorte que vous sortiez de chez vous tranquillement, que vous alliez voter, vous revenez chez vous, on compte les bulletins, on rend là-haut, on déclare qui a gagné. Mais tout ça, et que le lendemain de cette déclaration, que tout ça aussi ne perturbe pas votre vie au quotidien. Et c'est ça exactement le machin, tous les trucs. Si on vous demandait aujourd'hui d'adresser un message au peuple de Guinée, aux électeurs, quel sera ce message, monsieur le ministre? Alors, ce message, c'est que nous avons, depuis 2011, réclamé un retour à l'état de droit. On a parlé d'élections. Voilà, on ouvre la porte pour les élections. Alors, ce que nous avons réclamé nous est offert. Mais faisons en sorte et comportons-nous pour que ces élections présidentielles, législatives et locales, que le tout se passe dans la paix, la tranquillité, et que nous choisissions ceux qui vont nous être utiles et ceux qui seront capables de porter la Guinée vers le bonheur et le développement. Donc c'est votre conseil à l'endroit des citoyens guinéens? C'est mon conseil, c'est mon souhait, c'est ma prière. Et dans mon comportement, partout où je dis, ou partout où je vais agir, je me comporterai comme ça. Et que dire à l'organe en charge d'organiser ces élections, puisque ce point il est aussi crucial. Si nous voulons une élection réussie, vous l'avez vous-même rappelé dans vos propos, chacun doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, les regards sont tournés vers la DGE, la Direction Générale des Élections, qui a aussi un rôle prépondérant à jouer pour la réussite de cette élection en vue.
Rôle capital, vous avez parfaitement raison. En 2010, on avait la Commission nationale électorale indépendante. Et moi, au compte du gouvernement, j'avais couvert, j'étais ministre responsable de la coordination de l'AB. Vous imaginez à l'époque. La région ou la ville? La ville de l'AB. Ok. C'était véritablement un problème. Je me rappelle, alors comme vous avez dit, la Commission nationale indépendante des élections. Alors, un peu à la veille, on est venu dire, ah, il y a des gens qui veulent aller voter, mais il faut sortir la police, la gendarmerie, ceci, cela, et tout. Alors, à la réunion de coordination, j'ai dit, on ne sort aucun policier, aucun gendarme. Alors, chacun, le vote est secret. Oui. Et le bulletin, il y a l'urne, et il y a comment on appelle, où on se retire tout seul. L'isoloir. L'isoloir. Isoloir, merci du terme. J'ai dit, quand tu vas là-bas, tu es seul, tu prends tout ce qu'il faut ici et tu vas là-bas. Mais là-bas, personne ne te regarde. Et tu prends ce que tu veux, tu viens, tu mets dans l'urne, tu t'en vas. J'ai dit maintenant, si après quelqu'un crée des problèmes dans la vie, les forces de police et de gendarmerie sortent. Sinon, tout le reste est organisé de telle façon que vous pouvez le faire librement. Et donc, il y a un débat, comme vous avez dit, aujourd'hui sur la tutelle de la DGE par rapport aux élections indépendantes. Bon, chacun est libre et les machins, tout. Mais l'organisation doit être faite. Et là aussi, nous devons être vigilants, comme toujours, pas parce que c'est la DGE, aussi bien la Direction indépendante des élections que la Commission nationale électorale indépendante. Chacun de nous aussi, quand moi je vote, je veille à ce que ma voix aussi, telle que je l'ai choisie, soit portée et défendue. Donc ça, c'est le rôle de nous tous, mais la question est entière, comme vous avez dit. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Monsieur Mamadou Taran Diallo, ancien ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, Contact Transparency International Guinée, président d'honneur de l'Association guinéenne pour la transparence, AGT. Vous continuez en tout cas à faire des mots. On va adresser aux autorités pour que ces élections ou cette élection présidentielle se passe dans la paix et la plus grande quiétude. Vous avez annoncé ça en offre. Des déclarations. Des déclarations. Merci de me prêter le temps. Merci d'être passé dans cette émission, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci à toute la presse qui fait de l'information, et beaucoup d'informations, et c'est très utile. Continuez et renforcer cette information. Et merci à vous tous. Merci. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah et merci à tous. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah. Merci au peuple de Guinée. Merci à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation, à la production. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie. Pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite sur KVI Média.